Vous êtes le porte-parole de l'association Eau et Rivières de Bretagne et vous vous battez depuis des années pour la qualité de l'eau dans votre région. Alors avant de voir ce reportage, de le découvrir ensemble, juste une toute première question pour tous ceux qui ne connaissent pas la Bretagne ou qui n'y passent pas leurs vacances. En quoi est-ce que ce problème des algues vertes les concerne et nous concerne, nous tous ? J'ai envie de dire que les marées vertes, c'est la régionalisation d'un problème national. Ça montre un certain nombre de choses. D'une part, que lorsqu'un problème environnemental n'est pas traité à temps, il devient un problème de santé publique, d'une part. D'autre part, c'est un coût extravagant. Un récent rapport vient de montrer que la dénitratation pour obtenir de l'eau potable dans toute la France, ça coûte plus d'1 milliard d'euros chaque année, 500 € par ménage et par an. C'est énorme par rapport au prix de l'eau. Et enfin, dernière chose, que l'État ne prend pas toujours les mesures qu'il devrait prendre. C'est donc un sujet qui concerne tout le monde. Vous l'avez dit, cette semaine, le dossier algues vertes a d'ailleurs connu un nouveau rebondissement. On va en parler plus longuement avec vous tout à l'heure, Jean-François Picot, après notre reportage sur la piste de l'algue tueuse. Depuis plus de 40 ans, André Olivreau passe ses vacances dans la baie de Saint-Brieuc. Son mobil-home est à quelques mètres de la falaise qui surplombe la grande plage de Morieux. En juillet dernier, la femme de ce retraité a fait une découverte macabre. Un matin, ma femme voit là des grandes masses noires sur le bord de la filière et elle s'inquiète. Elle me dit, ça doit être des sangliers. Et là, je regarde, il y avait de chaque côté de la filière des sangliers morts. D'emblée, moi j'ai dit, ce sont les algues vertes qui ont tué les sangliers, c'est clair. Cet été, près de 2000 tonnes d'algues vertes se sont échouées sur cette plage. André Olivreau est convaincu qu'elles sont responsables de la mort des sangliers, car dans les Côtes d'Armor, les algues ont déjà tué. Il y a 2 ans, nous nous étions rendus sur une autre plage du département, celle de Saint-Michel-en-Grève. Le 28 juillet 2009, un cheval y avait trouvé la mort. Son cavalier en avait réchappé de justesse. À cet endroit-là, très rapidement, le cheval s'est enlisé assez profondément et est décédé sous ses yeux en moins d'1 minute. Le cheval est tombé dans un piège fait de sable, de vases et d'algues vertes. L'autopsie avait révélé que l'animal était décédé d'une intoxication à l'hydrogène sulfuré, un gaz très toxique émis par les algues vertes en putréfaction. En enquêtant sur ces algues, nous avions croisé d'autres cas d'infarctus suspects. En 2008, 2 chiens étaient morts sur la plage d'Ilion en jouant sur un tas d'algues vertes. Nous nous étions aussi penchés sur la mort de Thierry Morfois, un convoyeur victime d'une crise cardiaque en transportant des algues. En début d'après-midi, il a appelé sa compagne en lui disant qu'il en avait marre. Putain d'algues, j'en ai marre. Et 2 heures après, c'était fini, quoi. Pour le convoyeur, comme pour les chiens, les autorités n'avaient pas reconnu officiellement la responsabilité des algues vertes. 2 ans plus tard, les pouvoirs publics ont-ils pris la mesure du danger? Nous sommes repartis enquêter en Bretagne sur la piste de l'algue tueuse. En juillet dernier, la plage de Morieux a été le théâtre d'une hécatombe. 36 animaux sont retrouvés morts à proximité de cette longue bande de sable très fréquentée par les touristes. Depuis plusieurs années, André Olivreau dénonce les dangers des algues vertes. Avec Yves-Marie Lelay, un ami écologiste, il tient à nous montrer ce qui, selon lui, a été fatal aux sangliers. Vous me suivez? Pourquoi? Parce que je passe aux endroits où c'est possible. C'est plein de vases ici, c'est ça? Ah ouais, là il y a plein de vases. Cet endroit vaseux, c'est l'estuaire du Gouessant, une petite rivière qui se jette dans la mer. À marée haute, les flots y pénètrent en charriant du sable et des algues vertes. Cette vasière est très fréquentée par les sangliers. Là, regardez. Voilà ce que les sangliers sont venus rechercher, entre autres. Des simples petits vers. Pour attraper ces petits vers dont ils raffolent, les sangliers fouillent profondément dans la vase. C'est ce qui a causé leur perte, car ici, la vase est saturée d'algues vertes en décomposition. Vous les voyez, elles sont blanches, vertes et après elles deviennent noires.
En pourrissant, les algues dégagent de l'hydrogène sulfuré qui reste prisonnier sous la vase. Yves-Marie Lelay doit se protéger avec un masque à gaz. Vous voyez ici, là, Quand les poches d'hydrogène sulfuré sont percées, les doses peuvent être très élevées. 190, 195. Le détecteur d'Yves-Marie Lelay a mesuré de fortes concentrations de gaz. 257. C'est dangereux, plus de 200 ? Au-dessus de 200, c'est l'œdème pulmonaire retardé. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir quelques heures après. L'hydrogène sulfuré peut provoquer des lésions graves aux poumons. Pour les deux militants, les sangliers ont dû percer des poches de gaz en fouinant dans la vase à la recherche des petits vers. Avec l'affaire des sangliers, les pouvoirs publics vont être obligés de reconnaître que l'hydrogène sulfuré a tué des animaux. Dès leur découverte, les bêtes ont été transportées dans ce laboratoire vétérinaire du département. Pour prévenir les risques d'épidémie dans les élevages agricoles, tous les animaux dont la mort est suspecte sont autopsiés ici, comme ces petits porcs. Voilà, hop. C'est Rosine Dangui, la directrice adjointe, qui a supervisé les analyses des carcasses des sangliers. Dans cette salle-ci, en fait, tous les sangliers ont été analysés dans cette salle. Et là, on a trouvé des œdèmes du poumon sur la majorité des cadavres. En examinant les tissus pulmonaires des sangliers, ce vétérinaire va découvrir des lésions profondes. On a des bronches qui sont complètement éclatées. Et ici, on a des alvéoles qui sont également éclatées. Et alors ça, après le diagnostic, quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous vous dites ? Là, on se dit qu'il y a eu une intoxication très aiguë et violente au niveau du poumon. Les scientifiques vont effectuer des prélèvements sur 7 sangliers. Pour valider leur diagnostic, ils les envoient à un autre laboratoire. Quelques jours plus tard, la présence de l'hydrogène sulfuré dans leurs poumons est confirmée. Le gaz a donc tué 36 sangliers, mais peut-il faire des victimes chez les hommes? Cette hypothèse, certains élus ne semblent plus l'écarter. Principe de précaution oblige, la commune d'Illion, dans les Côtes-d'Armor, a placé une affichette à l'entrée de la plage. Ne pas faire de trous dans le sable avec des pelles, ne pas laisser les enfants jouer au même endroit, ne pas faire gratter le sable par vos animaux, éviter de piétiner les zones sableuses molles. Ces avertissements, peu de gens semblent les prendre au sérieux. En ce jour de grande marée, les pêcheurs à pied sont nombreux sur la plage, comme cette famille de la région. Et le fait qu'il y ait des algues vertes et tout ce qu'on dit, ça vous inquiète pas? On était venus juste pour pêcher. Là, aujourd'hui, on peut pas dire qu'il y en ait beaucoup. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une odeur quand on arrive, mais maintenant, on se dit qu'on est à l'air libre, donc on vient juste pour pêcher sur un temps court, donc on n'est pas inquiet. Pourtant, dès leur arrivée, les deux militants écologistes repèrent une zone qui n'est pas sans risque. Contrairement aux apparences, ces bulles d'air ne sont pas dégagées par des coquillages. Vous avez des pustules un peu partout. Regardez les petits pustules. Ça, c'est les cônes qui permettent le dégagement de l'hydrogène sulfuré des algues qui pourrissent sous le sable. Vous voyez, là, ça sort. Là. Une fois de plus, le détecteur s'affole. 480. On a dépassé les 500. On reste une minute, vous voyez, complètement. Pendant une minute, plus d'une minute, on reste à 500. 500 ppm, c'est la dose maximum que le détecteur peut mesurer. À ce taux, l'hydrogène sulfuré peut tuer en quelques minutes. N'importe qui tombe le nez dedans a des problèmes. Alors on peut tomber le nez dedans quand on est un enfant, on peut tomber le nez dedans, surtout comme tout à l'heure on l'a vu dans la vase, quand on est déséquilibré. On peut imaginer qu'une personne âgée ne parvienne pas à se relever. Et là, effectivement, elle peut être intoxiquée. Alors à quel degré? Ce sera peut-être pas toujours mortel, on peut le souhaiter, mais ça peut l'être. Des zones comme ça, dangereuses, il y en a certainement des centaines et peut-être même plus en Bretagne. Une est signalée. Les algues vertes ont transformé certaines plages bretonnes en zones toxiques. Pour limiter les risques, les communes doivent les ramasser en moins de 24 heures. Comment les autorités traitent-elles les algues tueuses? Sont-elles correctement stockées? En 2009, nous avions rencontré Henri et Monique Lelostec,
Ce couple de retraités vivait sur la commune d'Illion, à proximité d'une décharge d'algues vertes non réglementaire. Cette décharge, c'est 20 000 tonnes d'algues en putréfaction qui sont stockées sur une plateforme à 500 mètres d'ici, sous le vent de sud-ouest. Alors ces algues sont ramassées sur la plage, tout près d'ici également. Voici les images du site en pleine activité, tourné par Henri en août 2009. Des fumées blanches s'échappent des monceaux d'algues. De la vapeur d'eau, un peu de poussière, mais aussi de l'hydrogène sulfuré. J'ai mal à la gorge depuis fin juillet. Ça se traduit par des irritations au niveau de la gorge. Au début, c'était le nez qui coulait un petit peu, comme une allergie. Aujourd'hui, la décharge est fermée. Aucune algue n'a été déposée ici depuis presque 2 ans. Pour les Lelostec, c'est la fin du cauchemar. Je n'ai plus mal à la gorge du tout. Hein. Ça s'est arrêté au mois d'octobre, c'était 2008, c'est ça? 2009. Ça s'est complètement arrêté. Hein. On est parti en vacances 10 jours. Quand on est revenu, c'était terminé. Hein. Si on n'avait pas demandé à la presse de s'intéresser à notre problème, finalement, je crois qu'on en serait toujours là. Pourquoi on n'y serait pas encore? Ça durait depuis une trentaine d'années. Je ne vois pas pourquoi ça n'aurait pas duré quelques années de plus. Le couple de retraités est désormais à l'abri du danger. Mais les ouvriers chargés de ramasser les algues et de les transporter sont beaucoup plus exposés. Il y a 2 ans, nous avions découvert que les marées vertes avaient peut-être déjà fait une victime. Le 22 juillet 2009, Thierry Morfois, un transporteur d'algues vertes, avait succombé à une crise cardiaque après avoir déchargé sa 3e cargaison de la journée. Sa fille Caroline en était persuadée, l'hydrogène sulfuré aurait tué son père. Des analyses sanguines sont réalisées. Elles révèlent des taux importants d'hydrogène sulfuré. Le fait de savoir qu'il y avait de l'hydrogène sulfuré dans son sang, c'est vrai que pour moi, ça laisse pas planer beaucoup de doutes, quoi. Pour vous, il serait donc mort de quoi? Des algues vertes. Pourtant, 4 mois après la mort du convoyeur, le procureur de Saint-Brieuc concluait à une mort naturelle par infarctus et classait l'affaire. 2 ans plus tard, l'espoir renaît chez les Morfois. Pour la première fois, Caroline et ses grands-parents ont rendez-vous avec une juge d'instruction à Paris. Claude espère que cette fois-ci, la justice fera la lumière sur la mort de son fils. J'attends que la justice nous dise la vérité. On nous l'a trop longtemps cachée. Et on veut que cette vérité éclate. Uniquement, premièrement, pour la mort de mon fils, pour sa mémoire. Et deuxièmement, pour qu'il n'y ait plus de morts. Jamais à cause des algues vertes. Voilà, allez. L'an passé, les parents de Thierry Morfois ont porté plainte pour relancer l'enquête. Car selon leur avocat, les échantillons de sang où l'on trouve les traces d'hydrogène sulfuré ont été mal conservés. L'enquête a effectivement été menée dans le cadre d'une enquête préliminaire menée par le procureur de la République, mais dans des conditions qui nous paraissent friser l'ineptie, puisque par exemple les flacons de sang auxquels je faisais allusion tout à l'heure, alors que nous étions en plein été, le décès de Thierry Morfois date du 22 juillet 2009, ont été conservés à température ambiante, alors qu'ils auraient dû être conservés au froid et au congélateur de préférence. Aujourd'hui, la famille Morfois a placé tous ses espoirs dans cette rencontre avec la juge. Elle connaît bien ce type de dossier, car elle dépend d'un service spécialisé, le pôle santé publique du tribunal de Paris. Elle les reçoit ce matin. 2 heures plus tard, la famille de Thierry Morfois semble un peu perdue face à la complexité du dossier. Leur avocat, lui, est satisfait de ce rendez-vous avec la justice. Le juge d'instruction nous a indiqué qu'elle avait lancé, ou qu'elles avaient lancé, si on parle des 2 juges d'instruction, une commission rogatoire pour obtenir des éléments complémentaires, notamment sur des données médicales. Donc commission rogatoire, ça veut dire enquête nouvelle, ordonnée par le juge, et qui sera effectuée par les services de police ou de gendarmerie. Caroline et sa famille devront encore patienter plusieurs mois avant de connaître les premiers résultats de cette nouvelle enquête. Aujourd'hui, les ouvriers ramasseurs d'algues sont tous équipés de détecteurs d'hydrogène sulfuré. Une précaution qui s'étend aux plateformes. Dans les Côtes-d'Armor, les algues ne sont plus stockées dans des décharges non sécurisées. L'année dernière, une usine a été aménagée
pour recevoir les algues vertes de la baie de Saint-Brieuc. Il y en a à la marque. Hein. Ici, les algues sont traitées dans des silos totalement hermétiques, comme l'explique Thierry Burlot, le président du syndicat de traitement des ordures de Launay-Lantic. Alors vous voyez, on voit bien cet air chaud qui sort des tas là. Ben, c'est de la vapeur d'eau, hein, parce qu'il y a beaucoup d'eau dans ces tas là. Hein. Donc le principe ici, c'est d'aérer les tas en permanence. Donc on impulse de l'air chaud dans les dalles pour empêcher que les tas rentrent en situation anaérobie, c'est-à-dire en manque d'oxygène. Et à partir du moment où on maintient de l'oxygène en permanence dans les tas, on évite la production d'hydrogène sulfuré. Grâce à cette méthode, les algues sont séchées, puis transformées en compost et vendues pour fertiliser les terres. Mais cette usine ne peut traiter que 20 000 tonnes d'algues par an. Cet été, 53 000 tonnes se sont échouées sur les côtes bretonnes. Quand ça sature, qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, moi ce que j'ai toujours dit, hein, nous on essaie de faire du mieux possible, on prend ce qu'on peut prendre et à un moment donné on ne peut pas prendre, on ne peut pas prendre. Ce qui nous amène à dire d'ailleurs que aujourd'hui pour régler ce problème, il faut limiter la prolifération des algues parce qu'on ne pourra pas continuer à stocker et à traiter des algues comme ça indéfiniment, c'est pas possible. Pour traiter correctement toutes les algues vertes de Bretagne, il faudrait au moins 2 autres unités comme celle-ci. Cette usine a coûté 3,5 millions d'euros, financée à 80% par l'État. Et à 35 € la tonne, le séchage des algues reste à la charge des communautés de communes. Il y a 2 ans, 2000 personnes étaient descendues sur la plage d'Illion pour dénoncer ces algues qui empoisonnaient leur vie. Mais avec 20 000 tonnes d'algues à évacuer, Yvette Doré-la-Mer ne savait plus que faire. Je ferais comme eux si j'habitais à côté. Mais où mettre les 700 tonnes par jour qui nous arrivent pendant l'été? Cette année, plus de 4000 tonnes d'algues ont été ramassées sur les plages d'Illion. C'est 5 fois moins qu'il y a 2 ans. Nous avons des algues particulièrement, donc selon les années, ici, à l'embouchure du Gouessant. Et Désormais, Yvette Doré les fait traiter dans l'usine flambant neuve de Launay-Lantic. Une solution très onéreuse. Quand il n'y en a pas beaucoup, comme cette année, ça va quand même coûter 260 000 € en résiduel à la communauté d'agglomération. 260 000 €, ça me paraît... C'est énorme. Pour 5 300 tonnes. Imaginez si nous en avions eu 20 000. Voilà. Pour 20 000 tonnes, comme en 2009, la facture aurait atteint 1 million d'euros. Et tout ça, ce sont les citoyens de la communauté d'agglo qui payent pour le ramassage. Bien sûr, bien sûr. Ouais. On est un peu loin du principe pollueur-payeur, là. Ah là, vous abordez un sujet beaucoup plus difficile parce que pollueur, là vous visez tout de suite une corporation puisqu'on sait que l'azote qui apporte, c'est de l'azote agricole. C'est pas de la faute des cultivateurs en eux-mêmes, c'est de la faute du système, hein, notre société qui a encouragé une production intensive dans l'agriculture sans en connaître les conséquences sur l'environnement. Il y a 2 ans, nous montrions la relation entre les marées vertes et les pratiques agricoles en Bretagne. La région produit chaque année 2,5 millions de bovins et surtout 14 millions de porcs. Ils rejettent du lisier, répandu dans les champs pour les fertiliser. L'épandage du lisier chargé de nitrates contamine les sols. La terre n'absorbe plus cette pollution qu'elle rejette dans l'eau. Une pratique que dénonçait Thierry Dereux, le patron de la Fédération Nature et Environnement des Côtes-d'Armor. On dit qu'en Bretagne, il y a 200 000 m3 par jour, toute production de lisier confondue, à épandre chaque jour. Ça représente l'équivalent d'une ville de 40 millions d'habitants. Vous voyez, on est face à un problème énorme. Les terres ne peuvent plus. Les terres sont surfertilisées. Les rivières bretonnes sont saturées en nitrates. Elles le transportent jusqu'à la mer, où il dope la croissance des algues vertes. En janvier 2010, l'État a lancé un plan anti-algues vertes. Désormais, les agriculteurs ne doivent plus saturer les sols avec leur lisier, et ils sont contrôlés. Jean-Jacques René est éleveur de porcs à Plélo.
Cet élu de la Chambre d'agriculture a signé le plan gouvernemental. Mais cela lui pose deux problèmes concrets. Jean-Jacques René ne peut pas épandre la totalité du lisier produit chaque année par ses porcs. Il a diminué d'un tiers cet apport d'engrais. Depuis, le rendement de son maïs a baissé de 20%. C'est du maïs qui, il y a quelques années, était beaucoup plus haut. Aujourd'hui, aujourd'hui, on est un peu malheureux de voir ce qu'il en est. Vous seriez venu ici il y a 4 ou 5 ans, vous ne m'auriez pas vu dans cette parcelle, quoi. Donc voilà, c'est assez traumatisant. Comme tous les éleveurs, Jean-Jacques René doit trouver une solution pour se débarrasser du surplus de lisier et même le rentabiliser. Pour cela, il lui faut investir. Il nous emmène à 20 km de là, dans l'exploitation de Jean-Noël Daniel. Pour traiter son lisier, cet éleveur de porcs a fait construire une usine de méthanisation. La station de méthanisation, c'est ça? Oui, donc il s'agit d'une fosse à lisier totalement isolée et étanche. Dans cette fosse, il y a une agitation par brasseur qui se fait régulièrement. Le lisier enfermé dans cette cuve dégage du méthane, un gaz qui fait tourner un moteur et produit de l'électricité. Elle est revendue à EDF. Jean-Jacques René va faire construire la même usine, un investissement colossal. Il est venu cette année chez toi? Chez nous, l'installation sera plus importante. Hein. On va avoisiner les 2 millions d'euros, puisque en même temps... C'est rentable, ça? C'est-à-dire que là, c'est pareil, il va falloir être bon, quoi. L'objectif sur le plan algues vertes, c'est les méthanisations. Normalement, on devrait rentabiliser au bout de 7-8 ans, quoi. L'État finance environ 30% des usines de méthanisation. En contrepartie, il y a des exigences, celle de polluer moins. Depuis 1 an, les autorités contrôlent les quantités d'azote dégagées par le lisier. Des inspecteurs réalisent désormais plusieurs prélèvements dans les sols de chaque exploitation. Regardez, il y a un préleveur qui va venir récolter de la terre. Cet échantillon va être analysé pour regarder ce qui reste comme azote dans le sol après une culture. L'an passé, les prélèvements de terre effectués chez Jean-Jacques René respectaient les normes. Mais nous nous sommes procuré un document qui dresse un bilan plus inquiétant des 5000 mesures réalisées en 2010 dans toute la baie de Saint-Brieuc. En orange et en rouge, les prélèvements qui révèlent des quantités excessives d'azote. Ils représentent près de 35% des mesures. Dans certains cas, les quantités d'azote sont 3 fois supérieures aux normes maximales autorisées. Ce tableau-là, il dit quand même qu'il y a encore trop d'azote, non? À la lecture du document, le représentant de la Chambre d'agriculture est un peu embarrassé. Comment on peut dire ça? On sait ouvertement que la majorité des agriculteurs travaillent bien. Ouais. On le sait ouvertement. Mais on sait par les actions bassin versant qu'il y a, dans quelques cas, c'est encore difficile. Donc pour mettre tout le monde, pour que l'ensemble, il y aura un progrès au niveau territorial si la grande masse des agriculteurs s'inscrivent dans la démarche. Un grand nombre d'agriculteurs fertilisent encore trop les sols en azote. Et pour l'instant, l'État ne sanctionne pas ceux qui polluent trop. Michel Cadot est le responsable du plan algues vertes. Le préfet de la région Bretagne affirme que des amendes seront mises en place, mais en 2013 seulement. Au bout de 2 ans, on vérifiera, donc nous aurons tous ces résultats. Et si ce n'était pas mis en œuvre, et puis il y a d'autres mesures sur lesquelles peut-être on reviendra, à ce moment-là, le préfet sera conduit à reprendre un peu plus la main pour imposer, d'abord en traduisant de manière à ce moment-là plus systématique et pour dire les choses clairement obligatoire, les mesures qui paraîtront les plus pertinentes sur chaque exploitation et ensuite par un arrêté préfectoral en les rendant sanctionnables et au cas où elles ne seraient pas mises en œuvre. Apparemment, l'État souhaite ménager les agriculteurs. Il y a 2 ans, Jean-Louis Farjas, le préfet des Côtes-d'Armor de l'époque, admettait que le monde agricole représente un pouvoir très important en Bretagne. Je rappelle quand même que 50% de la population des Côtes-d'Armor vivent de l'agroalimentaire et de l'agriculture.
Donc c'est un vrai pouvoir économique, politique, et je vous dis, on peut pas traiter rapidement, brutalement, 50% de la population qui vit de l'agroalimentaire. Et puis vous êtes coincé entre d'un côté un pouvoir agricole très important et de l'autre un problème de santé publique. Je vous laisse la conclusion. Le plan gouvernemental permettra-t-il de venir à bout des marées vertes? Du côté des écologistes, on est loin d'en être convaincu. À la mi-septembre, à 130 km de Saint-Brieuc, 1500 militants se sont réunis sur la plage couverte d'algues vertes de Fouesnant. Parmi eux, Thierry Dereux, le patron de la Fédération Nature et Environnement du département des Côtes-d'Armor. Il y a 2 ans, Thierry Dereux dénonçait ces porcheries qui ne cessaient de s'agrandir avec leurs milliers de tonnes de lisier. Qu'est-ce que vous comptez leur dire aujourd'hui à cette commission? Il faudrait d'abord, dans un premier temps, arrêter les extensions de porcheries. Vous avez ici un document qui recoupe l'ensemble des avis favorables donnés aux porcheries. Il y a combien de pourcentage en gros d'avis favorables à chaque demande d'augmentation de cheptel? Écoutez, j'ai plusieurs documents, j'ai regardé, j'ai 100%. Aujourd'hui, les petits exploitants n'ont plus besoin de demander ces autorisations pour agrandir leur porcherie. Aujourd'hui, c'est plus facile, effectivement, d'augmenter la taille d'une porcherie, d'autant que, si on peut regarder de près, vous voyez, à partir du moment, en Bretagne, il y avait 4740 élevages porcins qui ont dû obtenir une autorisation. Maintenant, il n'y en aurait plus que 300. Si les petits éleveurs peuvent aujourd'hui s'agrandir plus facilement, c'est grâce à ce décret signé par la ministre de l'Environnement Nathalie Kosciusko-Morizet en janvier 2011. Pour les écologistes, cela signifie de plus grosses concentrations de lisier. Les algues vertes disparaîtront-elles un jour des plages bretonnes? Pour les éradiquer, l'État a fixé un objectif précis: atteindre un taux maximum de 10 mg de nitrate par litre d'eau dans les rivières d'ici 15 ans. Pour Vincent Hainaut, ce sera très difficile d'y parvenir. Depuis plus de 2 ans, ce technicien en radiologie cherche à comprendre pourquoi les algues sont de plus en plus nombreuses dans son département du Finistère. Ça on a fait, et il y en a un petit. On a pris une carte. On nous dit donc dans tous les plans que le Saint-Laurent est l'un des principaux fourvoyeurs de nitrate. On est parti de l'embouchure et puis on est remonté sur tous les petits cours d'eau. Vous voyez, où il y a les points rouges, c'est les points de contrôle qu'on a fait. Vincent Hainaut a analysé les taux de nitrate d'une vingtaine de rivières de la baie de Fouesnant. Il nous emmène au bord d'un cours d'eau qu'il surveille depuis longtemps. Donc là, je vais le prélever. Ici, son appareil relève régulièrement des teneurs en nitrate très élevées. Voilà, donc là, ça y est, mon prélèvement, il est fait. Il n'y a plus rien à faire. Voilà. Après quelques minutes d'attente, oh là là. Et une petite conversion sur la calculette de son portable. 16, ce qui va nous donner 70,88 mg. Là, il y a plus de 70 mg de nitrate? Exactement, ouais. Ici, les concentrations de nitrate sont 7 fois supérieures à l'objectif du plan algues vertes. En 2 ans et demi, Vincent Hainaut n'a jamais trouvé moins de 25 mg dans les cours d'eau de la baie de Fouesnant. Le nombre d'années que ça va mettre pour redescendre en dessous des 10, on sait pas. Là, on s'interroge vraiment. Donc je suis même pas sûr que, même moi de mon vivant, je puisse voir une plage sans algues vertes, en tout cas dans la baie. Dans le Finistère, l'objectif des 10 mg de nitrate par litre d'eau paraît très utopique. Car ici, le plan algues vertes ne s'applique pas encore. La gestion de ce dossier laisse à désirer. À 30 km de Fouesnant, dans la baie de Douarnenez, Cathy Lelouette a fait une découverte inquiétante. En mai dernier, cette amoureuse de la nature observait des tracteurs qui chargeaient des algues vertes sur cette plage. Je me suis arrêtée ici, où on voit très bien la plage. Donc. Les tracteurs étaient essentiellement concentrés sur la gauche de la plage. Ouais. C'est vrai qu'il y avait vraiment beaucoup d'algues. Elle était fermée, hein. Donc on ne pouvait pas du tout passer. J'allais redémarrer, puis je vois un tracteur en fait qui passe là, avec toutes ces algues. Il allait dans quelle direction?
il remontait par là-bas. Donc c'est des toutes petites routes, vraiment, il faut connaître pour s'y aventurer. Et donc je me suis dit, bah non, il n'y a pas de décharge dans ce coin-là, où est-ce qu'il va? Donc j'ai décidé de le suivre. En suivant le tracteur discrètement, Cathy Lelouette prend des photos. Au bout de quelques minutes, l'engin quitte la route pour pénétrer dans un petit bois. Le tracteur est reparti, Cathy veut comprendre. Elle découvre une tranchée ouverte par un bulldozer au cœur de la forêt. D'ailleurs, on voit bien, tout a été... Vous voyez comment ça a été massacré? Avec tous les troncs épars, ça a été fait dans l'urgence, quoi. Le tracteur est parti, donc je me suis avancée. Et puis très rapidement, j'ai entendu brrr, il y avait un tracteur qui revenait derrière moi. Donc du coup, je me suis cachée en embuscade là dans les sapins et j'ai filmé le tracteur en train de décharger. Cathy découvre le délit. Une montagne d'algues vertes entassées à la va-vite au centre de cette clairière. En tout, 200 mètres cubes d'algues stockées en toute illégalité. On tue la mer, on tue les rivières et là on tue la forêt pour cacher ce qu'il y a dans la mer et les rivières. Et voilà, c'est l'anti-solution. C'est l'exemple même de l'anti-solution. Depuis ce flagrant délit, les algues ont été accueillies dans une plateforme réglementaire. L'été prochain, une usine en construction permettra de les traiter. Car de nouvelles marées vertes séviront. À l'entrée de l'hiver, les algues n'ont pas disparu. Toute l'année, Vincent Hainaut les surveille. Sur cette plage de la baie de Concarneau, comme partout en Bretagne, elles sommeillent. On a un stock d'algues qui reste à l'année maintenant et donc qui est concentré dans toute la baie. Il faut imaginer que l'été, en fait, elles se développent et une fois que les touristes sont partis, au mois de septembre, elles envahissent nos plages. Pour trouver ces algues vertes, Vincent Hainaut ne doit pas nager très longtemps. À 100 mètres du rivage, elles tapissent le fond de la baie. Aux premières chaleurs, les algues reviendront. Sur les plages, leur putréfaction dégagera à nouveau ce gaz mortel qui empoisonne la Bretagne. Jusqu'à quand ? Jean-François Picot, vous militez à l'association Eau et Rivières de Bretagne. On vient de le voir dans ce reportage. On en a encore pour longtemps avec ce problème des algues vertes. Mais est-ce qu'on a le temps d'attendre ? Je crois qu'on voit avec votre reportage qu'on est dans le domaine de l'urgence. C'est un problème environnemental qui perdure depuis 30 ans en Bretagne. Depuis 3 ans, c'est devenu un problème sanitaire. Et on pouvait espérer que chacun prenant ses responsabilités, on allait enfin voir au bout du tunnel. Au pas demain, certes. Mais dans 10-15 ans, on pourrait retrouver des plages qui seraient de sable blanc et non des prairies vertes. Alors, coup de théâtre, justement, cette semaine, la parution au journal officiel d'un décret qui autorise les agriculteurs à augmenter de 20% l'épandage sur leurs terres. Alors, comment vous l'expliquez ? Vous posez le problème. L'explication, je crois que seul le gouvernement pourrait nous la donner et il serait bien embarrassé. Ce que je note, c'est tous les acteurs bretons, que ce soit les élus des communes littorales, que ce soit le président de la région, ou aussi bien les syndicats d'eau qui doivent fabriquer de l'eau, n'ont absolument pas compris comment on pouvait d'un côté comprendre qu'il y avait urgence avec les marées vertes, qui sont, je vous rappelle, seulement le signe visible de cette pollution qui draine toute la Bretagne, et prendre un décret qui est un feu vert aux agriculteurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire, selon vous ? C'est le lobby agricole qui a gagné ? Ah, ça, c'est une certitude. Moi qui possède tous les documents de tractation depuis 6 mois de la profession qui s'est tenue, le poids du lobby agricole breton. Il y a eu des réunions qui n'ont réuni que l'agro-business breton, qui veulent depuis des années obtenir en effet ce qu'ils appellent une respiration, c'est-à-dire la possibilité d'augmenter le cheptel et d'arriver à une concentration de fermes à l'américaine dans une région comme la Bretagne qui n'est vraiment pas destinée à ce type d'agriculture. Alors est-ce que vous comprenez tout de même les agriculteurs bretons ? On leur a demandé beaucoup de sacrifices ces dernières années, d'ailleurs ils en ont fait. On leur a demandé après la guerre de nourrir la France, ils se sont mis dans l'agriculture intensive, c'est le gouvernement qui leur a demandé. Et aujourd'hui on leur dit qu'il faut revenir en arrière. Il ne s'agit pas de revenir en arrière. Je connais des
des agriculteurs qui tirent un bon revenu, qui font des bénéfices en respectant l'environnement avec d'autres méthodes que celles de ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire les pesticides, l'azote, qu'il soit minéral ou organique. Il y a 1000 agricultures en Bretagne. Et quant à nourrir la France, il y a bien longtemps que l'agriculture bretonne est exportatrice. Elle exporte ses cochons, elle exporte sa poudre de lait, elle exporte ses poulets. La seule chose qu'elle ne sait pas exporter, c'est ses pollutions. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence entre la jeune génération et la génération plus ancienne d'agriculteurs? Est-ce qu'il y a une prise de conscience écologique? J'ai envie de dire que ça dépend avant tout des tempéraments. Parce que malheureusement, dans les lycées agricoles, on continue à enseigner ce modèle de l'après-guerre comme l'alpha et l'oméga de ce que doit être l'agriculture. De manière générale, je pense que la plupart des agriculteurs ont pris un virage dans leur tête et ont compris qu'ils ne pouvaient pas continuer dans cette direction. Que les responsables du principal syndicat agricole l'aient compris, je ne sais pas, en tous les cas, leur discours, lui, n'a pas changé. Mais dans les esprits, cela a changé. Mais quand on est agriculteur, on est aussi prisonnier d'un système, on est prisonnier des banques, on est prisonnier de l'agrobusiness. Et aujourd'hui, en Bretagne, sincèrement, je ne crois pas que ce soit même les syndicats agricoles qui ont la parole. C'est l'agrobusiness, c'est les abattoirs, c'est les usines de transformation et pas l'agriculteur qui est en train d'élever ses poulets. Est-ce qu'il va falloir trouver une solution beaucoup plus radicale, par exemple, réduire le cheptel des agriculteurs et des éleveurs et réduire peut-être le nombre d'exploitations aussi en Bretagne? La solution dont vous parlez, c'est celle que le conseil scientifique nommé par l'État a énoncé comme à terme une obligation. Il va falloir réduire le cheptel. Pourquoi? Parce que la Bretagne, c'est 3 millions d'habitants, mais c'est 8 millions de porcs, 2 millions de bovins, 65 millions de volailles. C'est totalement ingérable écologiquement. Sur 6% de la surface agricole de la France. Je vois que vous avez bien regardé le dossier, c'est tout à fait ça, c'est parfaitement extravagant. Alors finalement, Jean-François Picaud, est-ce que la solution ne viendra pas par la contrainte de l'Europe? La France a déjà été condamnée, justement, pour les pollutions au nitrate en Bretagne, à payer de fortes amendes. Est-ce que c'est pas ça finalement qui va se passer? Je crois que le seul gendarme qui reste en effet, c'est la Commission européenne qui s'inquiète de plus en plus, en effet, de la mauvaise gestion de la France dans ces matières. Il est d'autant plus étonnant que ce décret vienne de paraître, alors que la France a reçu un questionnaire extrêmement sévère à propos du plan Algues Vertes, où on disait en quelque sorte ce plan Algues Vertes, vous le limitez à quelques baies, alors qu'il faudrait l'adopter pour toute la Bretagne, parce que il y a une surfertilisation indiscutable des eaux bretonnes. Merci beaucoup Jean-François Picaud d'être venu sur notre plateau, nous avoir éclairé sur ce problème difficile et très complexe des algues vertes. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bon après-midi sur notre chaîne sur France 2 et rendez-vous très vite.